Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre l'actualité sur cette info. À l'approche de la fête nationale, nous reviendrons sur les grandes avancées réalisées par la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance. En ce qui concerne la fluidité des transports, nous mettrons un accent sur les innovations au service de la mobilité. Et puis nous serons à l'étranger où la course au secrétariat général de l'ONU se poursuit avec un nouveau candidat venu d'Ouganda. Ouvrons ce journal avec la rubrique Indépendance. Depuis son accession à l'indépendance le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire a connu d'importantes mutations sur les plans économiques, sociaux, infrastructurels. Des routes aux ponts en passant par les écoles, les hôpitaux et les grands projets de développement, le pays s'est progressivement transformé. Mais quel regard les Ivoiriens portent-ils sur ce chemin parcouru en 66 ans? Notre reporter Salomon Guidi est allé à leur rencontre pour recueillir leurs appréciations sur les progrès réalisés. La route précède le développement. Depuis l'arrivée du père Ado, on a vu qu'il y a beaucoup de changements au niveau des routes. Et c'est déjà bon, les infrastructures également. Quand tu vas au plateau, il y a le gratte-ciel qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup de changements. Mais il faut dire qu'il faut qu'on sente ça véritablement aussi, cet impact-là sur la population, c'est-à-dire au niveau du bien-être. Parce que si tout est joli, que les populations ont faim, ça ne sert à rien. Donc il faut que vraiment il y ait un équilibre entre vraiment ces infrastructures-là et le bien-être de la population. La Côte d'Ivoire est vraiment en voie de développement parce que vraiment, avec toutes ces infrastructures que le président Alassane Ouattara fait, vraiment, on voit que la Côte d'Ivoire a été développée depuis la naissance 1960 sous le président Félix Houphouët. Jusqu'à là, on a vu que vraiment, il y a beaucoup de changements dans les infrastructures, comme les hôpitaux, les routes, les écoles, en tout cas, beaucoup de choses ont changé. Vraiment, nous sommes fiers de cette Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire fait un peu de progrès. Aujourd'hui, le pays va mieux, en dehors de quelques soubresauts que le pays a connus consécutivement aux élections. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mieux. Il y a la paix, il y a la sécurité, et on cherche encore plus, on cherche plus. Alors, il y a eu beaucoup de choses entre l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 1960 et puis, on va dire, revenir en 2026, il y a eu quand même beaucoup de changements dans la vie de ce pays-là. Alors, c'est peut-être un peu facile de citer tous les aspects, les changements. Quand moi, je vais en retenir seulement que 4. Quand on parle déjà au niveau de la population, la population ivoirienne, de 1960, parce que que nous voyons aujourd'hui, donc il y a eu d'abord une explosion démographique. C'est pas que ça, c'était important à relever. Et puis, autre aspect aussi, c'est qu'il y a eu une urbanisation assez importante de la vie de ce pays-là. Et puis, au niveau de l'économie, qui est un aspect aussi important. Nous étions en 1960 dans une économie qui était plutôt agricole. Aujourd'hui, nous avons une économie beaucoup plus importante. Et puis, le dernier aspect que moi, je voudrais relever, c'est au niveau des infrastructures, même quand on a une infrastructure routière et autres. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, j'étais là en 1960, moi, je n'étais pas encore né, c'est vrai. Mais quand on regarde ce que nous avons vu, puis quand on a vu les images de la Chine ici, qui était la Côte d'Ivoire il y a quelques années en arrière, je crois que c'est dans la même chose. Donc, c'est beaucoup d'efforts ont été faits par les différents gouvernements qui sont succédés à la tête de ce pays. Puis je pense que ce sont tous ces éléments mis ensemble qui contribuent aujourd'hui à assurer le rayonnement de la Côte d'Ivoire aujourd'hui en Afrique. Cette année, Yopougon est au cœur des festivités nationales. Une commune où le transport lagunaire accompagne chaque jour les déplacements de milliers d'habitants. Pour garantir des traversées en toute sécurité, les affaires maritimes effectuent des contrôles avant chaque départ. Reportage à la gare lagunaire des Pinasses de Yopougon à Bobo-Doumé avec Lucien Aoussi et Carmel Yao. À la gare lagunaire des Pinasses de Yopougon à Bobo-Doumé, plus de 10 000 passagers transitent chaque jour pour rejoindre leurs différentes activités. Pour assurer leur sécurité, les agents des affaires maritimes, notamment ceux de la direction de la police maritime et de la logistique navale, effectuent des contrôles systématiques avant chaque embarquement. Vérification des passagers, des conditions de navigation et des équipements de sécurité, rien n'est laissé au hasard.
À l'instar du transport terrestre, le transport lagunaire est soumis à des règles strictes. Chaque pinasse est notamment équipé d'un gilet de sauvetage pour chaque passager. Dans la zone d'Abobo-Doumé, ils sont pratiquement 28 transbordeurs qui transportent environ pour la seule matinée, environ 10 000 passagers. Et notre rôle ici, c'est d'éviter qu'il y ait des surcharges, mais d'abord nous procédons au contrôle documentaire, puisque la Direction générale des affaires maritimes délivre des documents, des autorisations pour leur permettre d'exercer leur activité en bonne et due forme. Voilà. En ce sens que nous effectuons les visites techniques qui viennent de l'administration maritime à partir des inspecteurs qui délivrent des certificats de visite. Et donc, quand nous contrôlons ces certificats de visite-là, ça nous permet de savoir le bon état de navigabilité de l'engin. Il y a aussi les équipements de lutte contre l'incendie, voilà, que nous contrôlons. En tout fait, tout cela pour nous rassurer que le navire est en bon état et qu'il transporte les personnes en toute sécurité. Les usagers saluent ce dispositif de contrôle qui renforce leur sentiment de sécurité lors des traversées. On n'a pas vraiment peur de monter dans le bateau parce que je pense qu'il y a la sécurité. Et en montant dans le bateau, ils mettent des escaliers pour pouvoir monter dans le bateau. J'encourage les populations de Yopougon de ne pas avoir peur de prendre les bateaux parce qu'il y a même les affaires maritimes qui sont là, qui veillent aussi sur la sécurité. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Je prends la pinasse parce que c'est un moyen rapide et puis le cadre est sécurisé. J'invite ceux qui ont peur de prendre la pinasse parce qu'ils se disent que c'est pas de sécurité au bon, je leur dis de venir quoi. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de dégâts. Donc, à travers cette présence permanente sur les quais, les affaires maritimes réaffirment leur engagement à garantir des traversées plus sûres et à protéger les usagers du transport lagunaire. C'est tout pour la rubrique Indépendance. Le secteur postal s'engage dans une nouvelle étape avec la révision de son code. À Abidjan, l'autorité de régulation de télécommunications de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, a réuni les principaux acteurs du secteur dans le cadre d'un atelier de concertation. Objectif, répondre aux nouveaux défis du numérique grâce à un cadre juridique plus actuel. Le point avec Zénab Goumbri. L'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, en collaboration avec le ministère de la Transition numérique, a donné le coup d'envoi d'un atelier de concertation consacré à la révision du cadre juridique du secteur postal. Pendant 4 jours, institutions publiques, opérateurs postaux et experts sont réunis pour adapter le code des postes aux profondes mutations du secteur, marquées notamment par l'essor du commerce électronique et des services numériques. Nous sommes convaincus qu'un cadre juridique moderne et durable ne peut résulter d'une réflexion menée de manière isolée. Il doit être le fruit de l'écoute, du dialogue, du partage d'expériences et de la confrontation constructive des points de vue. L'atelier que nous ouvrons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette démarche. Notre ambition n'est pas de soumettre à votre appréciation un texte définitivement arrêté. Notre ambition est de bâtir avec vous une vision commune de l'avenir du secteur postal et d'identifier ensemble les adaptations juridiques nécessaires pour accompagner ces profondes mutations dont je parlais un peu plus haut, qui sont à la fois technologiques, mais qui sont pour une grande partie devenues des problèmes sociologiques et de civilisation. Dans leur intervention, les responsables ont insisté sur la nécessité de moderniser une loi vieille de plus de 10 ans afin de mieux encadrer les nouveaux métiers du secteur postal, renforcer la régulation et garantir un service universel plus performant. La cérémonie d'ouverture a également été marquée par une conférence inaugurale consacrée aux enjeux de cette réforme et à l'évolution du secteur postal. Le Code des postes adopté en 2013 a constitué une réforme majeure qui a permis de moderniser l'organisation du secteur et d'accompagner son ouverture. Plus d'une décennie après son entrée en vigueur, l'expérience acquise dans sa mise en œuvre
l'évolution des technologies, les attentes des citoyens ainsi que les nouvelles orientations internationales rendent nécessaire une adaptation de notre cadre juridique. Cette révision ne consiste donc pas à remettre en cause les acquis de la réforme de 2013. Elle vise au contraire à les consolider afin de doter notre pays d'un dispositif juridique plus moderne, plus cohérent et davantage adapté aux réalités actuelles et aux ambitions futures de la Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, les participants répartis en 4 groupes de travail thématiques auront pour mission d'identifier les insuffisances du dispositif actuel et de proposer des recommandations consensuelles. Ces contributions serviront de base pour l'élaboration d'un avant-projet de code des postes plus moderne, en phase avec les standards internationaux et les nouveaux défis du numérique. L'intelligence artificielle prend progressivement sa place dans les services publics, mais son développement soulève aussi des questions de sécurité, de protection des données et aussi de respect des droits des citoyens. Ces sujets étaient au centre d'un panel organisé à Abidjan. Le commentaire de Zénab Goumbri sur un reportage de Samson Oula. La permanence du médiateur de la République a accueilli un panel institutionnel consacré au thème « Intelligence artificielle et institutions de médiation, opportunités, risques ou garde-fous ». Cette rencontre a réuni experts du ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, de l'ARTCI, de l'ANSSI, ainsi que des spécialistes du monde juridique. Les discussions se sont articulées autour de 4 axes majeurs. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les services publics, la gestion responsable des données sensibles, la prévention des cybermenaces et les garanties juridiques destinées à protéger les citoyens. Pour nous, il y a un incontournable aujourd'hui dans la vie même et dans toutes les actions que nous avons à mener. Et c'est la raison pour laquelle je salue la présence du ministre en charge de tout ce qui est lié à l'IA. Et pour nous, en tant que médiateurs, il est important, l'IA peut nous permettre aujourd'hui de mieux recevoir les requêtes que nous avons, de mieux communiquer avec les citoyens et de faire en sorte qu'effectivement nous puissions prendre les décisions qui peuvent nous permettre de protéger l'ensemble des citoyens. Nous devons intégrer l'intelligence artificielle dans le quotidien de la prise de décision, l'accélération des procédures qui sont à traiter. Et par la suite, nous allons définir une architecture matérielle, infrastructure, pour pouvoir supporter cette vision-là, pour pouvoir arriver à ensuite définir les bons algorithmes pour les aider à mieux recevoir les requêtes des citoyens, à mieux s'inspirer de ce qui s'est passé historiquement, de traiter ce dossier et finalement à accélérer le processus de conciliation en ayant surtout des éléments probants et vérifiables qui vont être proposés à tous ceux qui substitueront la médiation de cette institution. En ouvrant ce cadre de réflexion, les institutions ivoiriennes affichent leur volonté d'anticiper les défis liés à l'intelligence artificielle et d'en faire un levier de modernisation, de transparence et d'amélioration du service rendu aux citoyens. Autre levier de développement, les transports. Fluidifier la circulation, faciliter les déplacements et accompagner la croissance économique, ce sont les priorités affichées par les pouvoirs publics. Invité de la tribune, tout savoir sur du CICG, le secrétaire général de l'Observatoire de la fluidité des transports, le docteur Kouyaté Mohamed, est revenu sur les actions engagées par l'État de Côte d'Ivoire. Des propos recueillis par Pierre Thiebi. C'est ainsi que vous verrez dans la ville d'Abidjan tous les projets qui sont portés sur le plan infrastructurel reçoivent la contribution de l'OFT en termes d'expression, d'expertise en ce qui concerne la fluidité. Et sur le plan de l'action au quotidien, nous disposons d'un bras séculier que nous avons créé, que nous appelons la MIRAP, la mission d'intervention rapide de l'OFT.
qui, lorsque des congestions sont constatées, intervient directement sur le terrain et en compagnie des forces partenaires que sont les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre et autres, travaille à lever cette congestion-là. Et troisième élément, nous avons des partenariats avec des pays de la sous-région. Et nous travaillons dans le cadre de ces partenariats sur ce que nous appelons les PCJ, les postes de contrôle juxtaposés, qui permettent un gain de temps énorme, en ce sens qu'en un seul lieu, il est procédé à la prise en charge de toutes les formalités administratives aux frontières. Aujourd'hui, l'OFT s'est doté d'outils modernes. Nous disposons de drones qui nous permettent de saisir en temps réel la situation de la congestion, de sorte que en début de journée comme en fin de journée, nous donnons en temps réel la situation de la congestion sur les différents axes à Abidjan. Et nous formulons également des recommandations pour pouvoir tourner ou contourner ces points de congestion. Nous travaillons également avec les procédés des SMS, donc des alertes, que nous adressons à l'intention des usagers de la population pour leur donner l'information en temps réel sur les différents axes d'Abidjan afin qu'elles puissent prendre les dispositions idoines pour ne pas aller vers des congestions plus fortes. Et nous travaillons également à informer et à assister les populations à travers notre centre d'alerte et d'action de la fluidité qui est installé au sein de l'OFT et qui permet aujourd'hui d'être saisi et d'assister les usagers en ce qui concerne les questions de raquettes, les questions d'entrave, les questions de tracasserie. Dans l'actualité judiciaire, le dossier Koufez poursuit son parcours devant le pôle pénal économique et financier. L'affaire opposant la coopérative à plusieurs prévenus, dont le dirigeant de Prime Prestige SAS, Mohamed Adnan Achirou, a connu un nouveau développement. Après les débats de cette nouvelle audience, les magistrats ont décidé de renvoyer l'affaire au 22 octobre prochain afin de poursuivre son examen. Faisons maintenant un tour d'horizon de l'actualité internationale. La course au secrétariat général des Nations Unies compte un nouveau candidat. L'Ouganda présente officiellement Olara Otunnu. Ancien secrétaire général adjoint de l'ONU, il devient le 7e prétendant à la succession d'Antonio Guterres, dont le mandat s'achève à la fin de l'année. Le premier vote indicatif du Conseil de sécurité est prévu le 30 juillet prochain. Au Nigeria, une nouvelle attaque endeuille l'État de Kaduna. Au moins 30 personnes, parmi lesquelles 8 enfants, ont été tués dans le village de Naridon. Les hommes armés ont ouvert le feu avant d'incendier plusieurs habitations. Les autorités n'ont signalé aucune revendication. Et on termine ce journal avec le football. Une nouvelle page s'ouvre pour Zinedine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid est désormais le sélectionneur de l'équipe de France. Présenté officiellement ce mardi, le champion du monde en 1998 veut lancer un nouveau cycle à la tête des Bleus. Le reportage de Drissa Diané avec un commentaire de Fatou Kaloga. Il retrouve le maillot bleu, cette fois sur le banc de touche. 8 ans après avoir quitté la sélection comme joueur, Zinedine Zidane ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l'équipe de France. Présenté officiellement devant la presse, le champion du monde 1998 n'a pas caché sa fierté de devenir sélectionneur des Bleus. Aujourd'hui, pour moi, c'est juste une continuité, quelque part un rêve. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des propositions pendant ces 4-5 ans où j'ai arrêté pour reprendre un club et je les ai toutes refusées pour l'équipe de France. Parce que l'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire après ma carrière, enfin après mon expérience avec le Real Madrid.
C'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connu gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le sélectionneur de cette équipe. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. De légende des Bleus à sélectionneur national, Zinedine Zidane poursuit une trajectoire hors du commun. Ainsi se referme ce chapitre de l'actualité. Merci de votre fidélité. Bon début de journée à tous et à toutes.